Alors donc, je voulais parler d'un article qu'avait écrit Christian Lerre qui m'a fait parvenir quelque temps avant son décès. Donc un article qu'il avait écrit en l'honneur de Madame Eressmann et sur certains types de catégories esquissables. Bon, donc j'ai revu son article. En l'honneur d'André, tu veux dire? Oui, en l'honneur d'André C'est ça, Eressmann. Voilà, d'accord. effectivement. Dans un volume de diagrammes qu'ils m'ont offert quelques années, enfin, il y a un certain nombre d'années déjà. Moi, je crois que c'était un certain nombre de mois, mais bon, les mois passent tellement vite. Oh oui, Alors donc, en fait, cet article est très intéressant dans la mesure où on connaît son article qu'il avait écrit en 1981, qui apparaît dans le diagramme numéro 6, dans lequel il détermine les catégories esquissables. Donc, il donne tout un tas de conditions et il appelle ça des catégories modelables. Et alors, bon, ça m'a d'autant plus intéressé que Madame Eressmann, vous avez parlé la semaine dernière des catégories, dans le sens plutôt de catégories accessibles. Voilà, donc là, j'ai découvert un peu. Donc là, j'ai l'impression que le point de vue est un peu différent. oui. Bon, alors donc, je pense que tout le monde connaît la définition de catégorie esquissable. C'est des catégories où il existe une esquisse telle que la catégorie C et mode de danse sont équivalentes. Voilà, et donc, ce cas particulier, c'est les catégories esquissables qui possèdent un objet terminal. Alors donc, Christian a découvert que ce sont exactement celles que l'on peut esquisser par une esquisse dans laquelle les cônes inductifs distingués sont tous non vides et connexes. Voilà, donc, je voudrais parler autour de cette propriété. Alors donc, dans son article, ça apparaît comme le corollaire 2, à la page 7. Bon, mais je pense que c'est le point central de cet article. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Voilà, donc je vais vous montrer des exemples de ce corollaire, et puis éventuellement une démonstration, enfin une esquisse de démonstration. Voilà, alors un premier exemple, c'est la théorie des ensembles ordonnés. Alors, bon, il faut savoir également que à toute théorie du premier ordre, on peut associer une esquisse. Et réciproquement, à toute esquisse, on peut faire correspondre une théorie du premier ordre. Alors ça, c'est un travail qui avait été commencé par Christian Lerre et René Guittard il y a déjà fort longtemps. Enfin, non, il y a déjà longtemps. Alors, par exemple, prenons la théorie des ensembles ordonnés. Voilà, donc j'ai rappelé les axiomes. C'est un exemple très simple. Alors, donc, à cette théorie peut être associée, comme à toute théorie du premier ordre, une esquisse. Et dans ce cas-là, c'est une esquisse projective. Et cette esquisse projective donc, correspond à la catégorie des ensembles ordonnés avec des flèches qui étant les applications croissantes. Alors évidemment, cette catégorie possède un objet final, c'est l'objet terminal de la catégorie des ensembles, hein, un ensemble qui a un seul élément. Alors ça, c'est possible parce que les applications sont croissantes. Voilà. Et donc, c'est bien en accord avec ce corollaire 2, puisqu'il n'y a pas de cône inductif distingué. Alors, voyons maintenant un deuxième exemple. Alors, la théorie des ensembles totalement ordonnés. Alors, donc, on retrouve les axiomes de la théorie des ensembles ordonnés.
et la théorie et un axiome pour l'ordre total, donc quel que soit xy, soit x est plus petit que y, ou alors y est plus petit que x. Alors, donc on peut associer une esquisse à cette théorie, et cette esquisse n'est pas projective d'abord, puisqu'il y a le ou, qu'on ne peut pas esquisser projectivement. Et donc cette catégorie, la catégorie des modèles de cette esquisse est équivalente à la catégorie des ensembles totalement ordonnés, mais avec des applications croissantes. Cette catégorie possède un objet terminal, puisque les applications sont croissantes, et donc d'après le corollaire 1,2, elle est esquissable par une esquisse connectante. Esquisse connectante, j'ai appelé connectante, ça veut dire une esquisse dont les indexations des cônes inductifs distingués sont connexes. Donc, dire esquisse connectante, ça va raccourcir tout ce vocabulaire. Pardon. Troisième exemple. Toujours les ensembles totalement ordonnés, mais cette fois-ci avec un axiome un peu différent. C'est-à-dire, quel que soit x, y, si x est différent de y, alors x est plus petit que y, ou bien strictement, ou bien exclusivement, y est plus petit que x. Alors là encore, l'esquisse associée n'est pas projective, et la catégorie des ensembles qui correspond, c'est les ensembles totalement ordonnés comme précédemment, mais cette fois-ci, c'est les applications qui sont strictement croissantes. C'est plus des applications croissantes. Et donc, là, pour le coup, cette catégorie ne possède pas d'objet terminal. Et puisque les applications sont strictement croissantes. Et donc, cette catégorie, toujours d'après ce corollaire, n'est pas esquissable par une esquisse connectante. Elle est esquissable, mais pas par une esquisse connectante. Bon, voilà, donc, quelques exemples très simples. Ça a besoin, le fait que la théorie a besoin du tiers exclu. Parce que dès qu'on parle d'application strictement croissante, on est obligé de recourir au tiers exclu. Ah bon? Ben oui, parce que strictement, ça veut dire qu'on n'a pas d'égalité. Oui, ben là, il y a x différent de y, donc comme hypothèse. Oui, d'accord. Donc, bon, peut-être que tu as raison, hein, mais Il faut réfléchir. ouais, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin du tiers exclu. Une relation d'ordre avec une relation d'ordre, oui, avec quand x est plus petit est différent de y, soit x plus petit que y, soit y plus petit que x exclusivement. Oui. Bon. Bon, alors pour généraliser ça, voilà, là, il y a le cas des théories disjonctives, donc avec des axiomes, un axiome, tout le monde voit le curseur. Oui. Bon, alors donc, avec comme axiome principal, donc, quel que soit un ensemble de variables U, phi implique qu'il existe un seul ensemble de variables V, tel que psi, où phi et psi seront des formules atomiques différentes de nom, ou soit construites à partir de ces formules atomiques et des connecteurs et ou. Et le seul quantificateur, il existe. Alors donc, ces théories disjonctives, donc disjonctives parce qu'elles utilisent le ou, on peut leur associer une esquisse connectante à cause du ou. Et donc, ces cônes inductifs, ces cônes distingués sont soit projectifs, soit inductifs d'indexation non vide et connexe, donc esquisse connectante. Donc, cette catégorie de modèles, donc, qui généralise le cas des relations d'ordre total avec des applications croissantes, donc possède un objet terminal. L'exemple suivant, donc des théories exclusives.
Alors, les théories exclusives, c'est des théories qui utilisent les axiomes de la forme suivante, ou alors on élimine des parties, voilà, et utilisent donc le ou exclusif. Et là, mais cette fois-ci, qu'ils n'utilisent pas, c'est-à-dire que phi et les psi L, les formules atomiques, phi, psi et psi L, sont construites à partir de et pas du ou. Donc, ce ne sont pas des théories disjonctives. Alors là, ces théories sont esquissables, comme toute théorie du premier ordre, mais les cônes inductifs ne sont pas d'indexation connexe, mais d'indexation discrète. Et donc, d'après toujours ce corollaire, la catégorie de ces modèles ne possède pas d'objet terminal. Bon, voilà pour les exemples. Alors, on va commencer par voir une idée de la démonstration de ce corollaire. Est-ce que tu peux rappeler l'énoncé du corollaire avant de le démontrer? Oui, bien sûr. On va revenir. C'est le corollaire que tu trouves dans les documents que je vous ai envoyés, là, dans l'article de Christian Lerch, qu'il a appelé corollaire 2, qui est à la page 7. Donc, c'est celui-là, tu le vois. Donc, les catégories esquissables possédant un objet terminal sont exactement celles que l'on peut réesquisser à l'aide d'une esquisse connectante, c'est-à-dire une esquisse dont les cônes inductifs sont d'indexation non vide et connexe. Voilà, ça te va. Sinon, tu peux le retrouver dans ce que... Oui, ça va. OK, donc je reviens à la démonstration. Alors, la démonstration de ce corollaire est très facile dans un sens, et dans l'autre, elle n'est pas évidente du tout. Voilà, c'est pour ça que c'est une démonstration assez diabolique, disons. Alors, dans le sens évident, supposons que C est esquissé par une esquisse connectante. Alors, et démontrons qu'elle est esquissable, démontrons qu'elle a un objet terminal. Alors, donc, dans l'esquisse, on va appeler le support de E T le foncteur constant de support de E dense. C'est-à-dire, évidemment, le foncteur qui a tout objet E de l'esquisse fait correspondre l'objet terminal de la catégorie anse. Et si F est une flèche de l'esquisse de E vers 1', T de F, ça va être l'identité de 1. C'est pas très compliqué. Alors, T est bien un foncteur, mais le problème, c'est de savoir si c'est bien un modèle. Parce que pour être un objet terminal de l'esquisse, non, de la catégorie, pardon, il faut que ce soit un modèle. Mais c'est déjà un foncteur. Alors donc, pour démontrer que c'est un modèle, il faut s'assurer que l'image d'un cône projectif distingué est un cône projectif limite de Hans et que l'image d'un cône inductif distingué soit un cône inductif limite de Hans. Alors d'abord, cône projectif. Alors, donc, on va se donner un cône projectif distingué de l'esquisse E, que j'ai symbolisé comme ça, comme la première figure, là. Donc, pour définir un cône distingué, projectif distingué, il faut d'abord une catégorie d'indexation. J'ai représenté une seule flèche, hein, mais bon, ça peut être évidemment plus général. P, le foncteur de base. P de I, donc l'image dans le support de E de la catégorie d'indexation. P indici, l'image de l'objet I. P indici prime, l'image de I. Et P indice petit i, l'image de la flèche I. Voilà, donc un cône projectif, c'est la donnée d'un sommet, P bar, et de flèches qui s'appellent des projections. Bon voilà, donc ça c'est un cône projectif distingué de l'esquisse E. Et alors qu'est-ce que ça va être l'image par l'objet T? Ça va être donc
T de P bar égale 1, c'est-à-dire tous on voit sur 1. Alors, est-ce que ça, c'est bien un cône projectif limite? Bah, c'est pas très difficile de voir que oui, hein, c'est un cône projectif limite dense, parce que 1 est un objet terminal. Bon, je pense que tout le monde est d'accord. Ah ouais, j'ai oublié de dire tout à l'heure, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Hein. D'accord, donc on t'arrête quand on veut. D'accord. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que Christian appréciait bien le séminaire d'Anatole, parce qu'il disait que c'était un séminaire de grande liberté. Ouais. Bon, alors donc, on va continuer. Surtout quand Abou est là, mais là, Abou n'est pas là. Ouais. Bon, ouais, c'est peut-être un soulagement. Bon, alors voyons maintenant, c'est un peu plus difficile pour les cônes inductifs distingués. Donc, on se donne un cône inductif distingué de E. Oui, j'ai oublié de marquer distingué ici. Bon, mais là, le cône inductif distingué est d'indexation connexe. Hein. Alors, c'est pour ça que j'ai représenté seulement avec 2 flèches, mais on pourrait donc généraliser aussi bien sans problème. Donc, J, la catégorie d'indexation, Q, le foncteur de base, Q de J, l'image de le graphe à composition d'indexation par Q. Donc là, on trouve Q indice J, etc. Q bar le sommet, puis les inductions Q indice J, Q indice J', etc. Alors, son image par T, c'est donc T de Q bar égale 1. Toutes les images des objets sont 1, sont égales à 1. Toutes les flèches sont les identités. Et est-ce que c'est un cône inductif distingué dense? Eh bien oui, parce que justement l'indexation est connexe. Parce que s'il n'y avait pas de connexité ici, mettons imaginer qu'il n'y ait pas de flèche ici et pas de flèche là, alors là, ça ne serait pas une limite inductive, puisque 1 plus 1, ça fait 2. Bon. Voilà. Donc, là, ça marche bien parce que l'indexation est connexe. Alors donc, T est bien un modèle. Donc, voilà, la démonstration est terminée dans un sens, à savoir que si l'esquisse est connectante, alors il y a bien un objet terminal. Alors, la démonstration dans l'autre sens est beaucoup plus difficile, parce que donc, si vous avez lu un peu la démonstration qu'a donnée Christian, il y a besoin donc des catégories communs et de catégories des éléments d'un foncteur et la généralisation, la catégorie éclatement d'un modèle, d'une esquisse. Oui, tu disais Jean-Pierre? Non, rien de bêtise. Ah. Bon, d'abord, catégorie comment, bon, vous connaissez hein, tous, mais je vais quand même revoir la définition, parce que ce n'est pas une catégorie comment en général, c'est un cas particulier de catégorie comment, c'est-à-dire sur un objet C de la catégorie C, on fixe un objet C. Les objets de la catégorie C sur C, c'est les couples F, petit f, où F est un objet de C et F une flèche de F vers C. Et les flèches sont d'un objet FF vers un objet G, petit g, c'est un triplet FG, H, GG, où H est une flèche de F vers G dans C, telle que G1H égale F. Voilà, alors donc, Christian, lui, dans son article, il a noté les objets, il les a notés petit f, il n'a pas fait la distinction ici. Moi, j'ai fait la distinction parce que pour faire la démonstration, c'est quand même préférable de noter les objets de la catégorie commun par des couples et les flèches par des triplets. Parce que sinon, pour la démonstration, moi, je ne m'en sortais pas. Hein.
sans avoir pris cette notation. Bon, alors donc maintenant que les catégories, comme dans ce cas particulier, sont définies, rappelons ce que c'est que la catégorie que Christian appelait éclatement d'un foncteur à valeur dense, mais que je crois que Ehresmann, monsieur et madame, appelaient ça catégorie des hypermorphismes ou catégorie des éléments. Oui, catégorie des éléments ou catégorie des hypermorphismes. Catégorie des hypermorphismes. Ah oui, voilà. Voilà, c'est bien ça. Donc, monsieur et madame Ehresmann appelaient ça catégorie des hypermorphismes d'un foncteur, qui s'est aussi appelé, je ne sais pas qui l'a appelé, catégorie des éléments. Bon. Et que Christian a préféré appeler catégorie éclatement. Je crois, je me souviens plus s'il appelait ça aussi pour les foncteurs en général de sédence, ou s'il a réservé catégorie éclatement pour un modèle d'une esquisse. Bon, mais peu importe, on peut appeler ça aussi éclatement d'un foncteur à valeur dense. Bon, il faut bien se donner un foncteur à valeur dans les ensembles, hein, sinon ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Les objets de cette catégorie sont les couples CX, où X est un élément de F de C. Alors, n'oubliez pas que F de C est un ensemble. Et les flèches sont les triplets CX, C'X' et F, où F est une flèche de C vers C' dans la catégorie C, et avec X' égale F de X. C'est-à-dire que petit x est un élément de F de C, petit x' un élément de grand F de C', et donc F de F, et puis il y a une flèche de F de C vers F de C', et donc pour être une flèche de Cx vers C', X', il faut que F de X égale X'. Voilà. Bon, on peut visualiser cette situation par une fibration. Donc, quand on a dans la catégorie C une flèche de C vers C', on a donc pour tous les objets, pour tous les éléments de F de C, petit x, petit y, on a donc tous les couples au-dessus de C. De même, pour tous les éléments de X' de F de C', on a donc tous les couples C', X', etc. Et donc les flèches ici qui sont entre les couples, les flèches qui existent si F de X égale X'. Et donc on obtient évidemment une fibration F bar de F sur C sur C. Alors Anatole m'avait suggéré de donner l'exemple suivant, de prendre l'identité de Hans-Dans. Si on prend la catégorie C comme l'ensemble, la catégorie des ensembles, le foncteur comme l'identité. Alors qu'est-ce que c'est l'identité? La catégorie des hypermorphismes de l'identité, du foncteur identité de Hans, sont les couples CX, où X donc appartient à C, puisque l'identité de C, c'est C. Et les flèches, pardon, c'est donc les triplets, ou tout simplement F de X égale X'. Alors il me semble que cette catégorie porte un nom, Anatole, ça ne porte pas les ensembles pointés, non? Anatole? Oui, c'est exactement les C'est ça, ensembles hein? pointés, tout Les à ensembles fait. pointés. Et ça existe aussi pour la catégorie des espaces topologiques. Absolument, la catégorie des espaces topologiques pointés qui est beaucoup utilisée en topologie algébrique. Voilà, ouais. Pour les groupements de copies, justement. Ouais, j'ai pensé ce matin à le donner comme exemple, mais c'était trop tard pour le rédiger. C'est très bien ce que tu as donné. Oui. Voilà, donc, voilà, un deuxième exemple
qui sera très utile pour la fin de la démonstration. Si T est le foncteur constant de T sur C, c'est-à-dire le foncteur de tout à l'heure, là, le foncteur qui à tout objet de C fait correspondre l'objet final de Hans, c'est-à-dire l'objet terminal de Hans, un objet, un seul élément. Là, j'ai mis l'élément avec une étoile parce que ça va être nécessaire tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est cette catégorie des hypermorphismes? Alors, les objets sont les couples T étoile, C étoile, et les flèches, les couples C étoile, F, C prime étoile. Attends, T de F, c'est pas l'identité de l'objet terminal? Non, F, c'est T de F qui est l'identité de l'objet terminal. Voilà, dans ce cas-là, dire T de F Mais étoile F, égale étoile, c'est une tautologie. Tu parles des triplets qui vérifient T de F étoile égale étoile. Oui, non, mais évidemment, oui, c'est pour ça que les catégories C et la catégorie des hypermorphismes, dans le cas où T et un objet terminal, sont isomorphes. D'accord. Voilà, donc il faut se mettre ça un coin dans la tête parce qu'on va avoir à l'utiliser à la fin de la démonstration. Oui. C'est pour ça que je l'ai mis comme exemple. Alors, on peut généraliser cette situation au cas des graphes à composition. Les graphes à composition sont des graphes orientés avec certaines flèches qui se composent, certaines flèches consécutives qui se composent. Voilà, bon, on peut généraliser ce qu'on vient de voir pour la catégorie donc, des hypermorphismes du foncteur F, donc qui est pour le graphe à composition, qui est encore noté F sur G. Bon, alors, pour le cas des esquisses, ça va être un peu plus délicat, mais pas beaucoup plus. Ça va être surtout un peu plus délicat pour les cônes inductifs distingués. Alors donc, on se donne une esquisse, le graphe à composition, le support de E. Donc l'esquisse est aussi donnée par un ensemble de cônes projectifs distingués, un ensemble de cônes inductifs distingués, et donc un modèle ensembliste de l'esquisse, c'est d'abord la donnée d'un foncteur qui est noté le support du foncteur M, du modèle M, qui est donc un foncteur du support de l'esquisse de Hans. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il faut que, évidemment, l'image d'un cône projectif distingué soit un cône projectif limite et que l'image d'un cône inductif distingué soit un cône inductif limite. Bon, alors, étant donné, donc M, un modèle de danse, donc ça c'est donné, il faut définir une nouvelle esquisse appelée éclatement du modèle M et noter encore M sur E. Et alors donc, pour définir cette esquisse, il faut d'abord définir le support et les cônes distingués. Alors, le support de M sur E, c'est donc le support de M, donc dans le sens d'un foncteur sur un graphe à composition défini comme précédemment. Donc voilà, donc le support de M sur E est bien défini. Et il reste à définir les cônes distingués. Alors d'abord, les cônes projectifs. Alors donc, ce qui est donné ici, c'est les cônes projectifs de l'esquisse E. Alors donc, je prends comme tout à l'heure une illustration d'un cône projectif, la catégorie d'indexation I, le support de l'esquisse, l'image le graphe à composition d'indexation, le foncteur de base et P de I, l'image, et le sommet P. Voilà. Alors, comment définir à partir d'un cône
projectif distingué de l'esquisse E, comment définir un cône projectif distingué de M sur E? Donc là, c'est un peu plus difficile. Vous voyez, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faut penser à M de P. M de P, c'est un ensemble. Alors, M de P, il a des éléments. Donc, il va, à chaque élément petit x de M de P, on va définir un nouveau cône projectif distingué de l'esquisse M sur E. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est simple. Voilà, pour définir un cône, il faut une catégorie, un graphe à composition d'indexation. C'est le même que celui du cône projectif précédent. Et puis, donc, là, il faut penser à prendre un x, petit x, qui appartient à M de P bar. Et donc, si on revient au dessin précédent, x qui appartient à M de P bar, par M de PI, il va avoir une image dans M de PI qui va s'appeler, par exemple, x indici. Donc, l'image de petit x par M de PI. Voilà. Bon, alors donc il y a un cône projectif distingué de l'esquisse éclatement de M pour chaque x appartenant à M de P bar. Voilà, et qui est défini comme celui-ci. Bon, là, c'est pas très difficile. C'est un peu plus difficile pour les cônes inductifs. Ah oui. Donc, alors, on part d'un cône inductif distingué de E. Alors, vous voyez, pour expliquer un peu ce qui se passe, bon, c'est pas tout à fait génial ce que j'ai fait, mais enfin, c'était pour moi pour que je puisse comprendre. Alors, donc, il faut voir que le graphe à composition d'indexation d'un cône inductif distingué de l'esquisse E n'est pas forcément connexe. Donc, c'est pour ça, vous voyez, j'ai tenté de représenter là quelque chose qui ressemble à deux composantes connexes. Voilà, donc, avec des zigzags, deux zigzags, et d'essayer de distinguer deux paquets. Voilà. Alors, donc, par le foncteur de base, on va retrouver ces deux images-là qui vont donc donner deux parties. Il peut y en avoir plus, évidemment, mais là, j'en ai représenté que deux. Ouais, mais... Bon. Voilà. Alors maintenant, on essaie. Enfin, Christian a essayé. Oui, mais il n'a pas qu'essayé, mais il a construit les cônes inductifs distingués de M sur E en partant d'un élément Y de M de Q bar. Voilà. Alors, Y de M de Q bar, là, on est dense. Mais quand on est dense, un élément, c'est-à-dire que M de Q bar, ça va être donc une limite inductive des M de QJ, de tous les M de QJ. Mais si Y appartient à M de Q bar, il existe par construction de la limite inductive dans les ensembles, il existe un indice J et un élément YJ qui s'envoie par M de QJ sur Y. Et si on a deux, s'il y a un autre élément qui s'envoie sur Y, s'il y a un autre élément qui s'envoie sur Y, alors il y a un zigzag entre les deux, une connexion entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un élément d'une autre composante connexe qui s'envoie sur le même Y. Donc, si on a deux éléments XI, YJ plutôt, et YJ' qui s'envoient sur le même X, c'est d'abord qu'ils sont dans la même composante connexe et
qu'il y a une connexion entre les deux. Alors, d'où la définition de la limite inductive, la définition d'un cône inductif distingué dans M sur E. Ouais, j'ai oublié une parenthèse là. Bon, donc, ça va être donné. Je sais pas ce qu'il y a à lire ça. Voilà, j'essaie de le représenter comme ça. Ça va être la catégorie d'indexation, ça va être les J, I, YJ, avec M, QJ de YJ égale X. Voilà, pour tous. C'est-à-dire tous les M, QJ de YJ s'envoient sur X. Donc, le foncteur de base s'envoie sur tous ces objets-là de l'esquisse, du support de l'esquisse plutôt. Et cette fois-ci, j'ai noté les inductions par des triplets. C'est-à-dire ici, MQJ de YJ égale X. Et donc, pour tous les éléments YJ. Voilà. Donc ici, le graphe à composition de l'indexation des cônes inductifs distingués de la catégorie de l'esquisse, M sur Q, sont tous d'indexation connexe. Voilà. Et c'est là qu'est le centre de la démonstration, en fait. C'est la construction de ces cônes d'indexation, qui sont tous d'indexation connexe, et c'est pour ça que la démonstration marche. Voilà, alors donc, justement, une fois qu'on a construit cette esquisse, on peut se poser comme question, mais comment trouver les modèles de l'esquisse M sur E? Et alors donc, la réponse est donnée par donc la proposition que énonce Christian à la page 6 de son article, c'est que si M est un modèle de l'esquisse E, un modèle ensembliste de l'esquisse E, alors la catégorie commun des modèles de E dans S sur M et la catégorie des modèles de M sur E dans S sont équivalentes. Bon, alors avant, je vais peut-être vous donner une idée de la démonstration, mais avant de voir la démonstration, ça serait bien d'aller à la fin pour terminer la démonstration, de voir comment ça marche. Une fois qu'on a ça, c'est terminé, quoi. Parce qu'il suffit de prendre M égale T. Voilà, alors, si on suppose que T possède un objet terminal, c'est-à-dire la réciproque du corollaire 2 de tout à l'heure, alors C, d'abord, est esquissable, est équivalente à une catégorie de modèles. Et si on note encore le T, l'objet terminal de mode de E sur E dense, alors modèle de E dense sur T et modèle de T sur E dense sont équivalentes, d'après ce qu'on vient de voir. Mais comme T est un objet terminal de cette catégorie, les deux catégories, comme on l'a vu tout au début, sont isomorphes. Donc, mode de dense et mode de T sur E dense sont équivalentes. Ce qui veut dire que C est esquissable par une esquisse connectante, puisque T sur E est une esquisse connectante, puisque pour tout M, pour tout modèle M, M sur E est connectante. Voilà. Donc, ça termine la démonstration. Alors, si vous voulez maintenant, je peux vous donner une idée de la démonstration.